Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. On va vous parler agilité et IA. Et je suis désolé, je commence par un mensonge parce que c'est pas nous sur la petite photo. Deuxième mensonge, on n'est pas aussi beau en vrai. Aujourd'hui, ça me parle pas mal. Je co-présente avec Nicolas Greffard. Donc Nicolas, il a un doctorat en informatique. À l'époque, on ne parlait pas encore data science, mais c'était quand même sur le thème. Et depuis 13 ans, il est sur des projets en tant que data science. Et donc avec moi, c'est Charline, notre super Scrum Master. Donc ça fait 6 ans qu'elle travaille dans la philosophie agile. Nicolas et moi, on se connaît puisqu'on est collègues de la même entreprise, Valoriane. Je cite parce que c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Donc c'est une petite ESN nantaise qui travaille sur le DevOps, l'agilité et la data, principalement à Nantes directement chez nos clients ou à distance pour les gens qui n'ont pas la chance d'être sur Nantes. Voilà, et concrètement, ça fait environ 2 ans qu'on intervient donc pour les mêmes clients sur des projets IA qui mêlent en partie de l'agilité. Et donc moi, ça fait quelques années que je suis dans l'IA, que je suis dans ce type de projet. Et donc cette phrase-là, l'agilité ne fonctionne pas sur les produits IA, je l'ai beaucoup entendue, que ce soit par des consultants en management, en organisation. Je l'ai moi-même prononcée plusieurs fois. Et puis on va voir un petit peu aujourd'hui ce que nous on en pense et comment on peut essayer de faire concilier un petit peu les deux. Donc un projet IA, un projet data, vous allez voir, j'utilise les deux termes de manière un peu interchangeable. Pourquoi ça ne marcherait pas? Un des premiers points qui est remonté, c'est que c'est composé de nombreuses phases, dont l'exploration, qui finalement se rapproche plus d'un exercice de R&D, de recherche, que d'un exercice de développement qu'on a plus l'habitude de voir dans l'IA. Et donc moi qui viens du monde académique à l'origine, je connais bien, et c'est des choses où parfois on va avoir besoin de passer beaucoup de temps, d'explorer dans différentes pistes pour essayer de trouver quelque chose, mais on ne connaît pas en amont le résultat qu'on va obtenir. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'en agilité, on va prôner une organisation qui va nous permettre de nous adapter au changement. On ne connaît pas le résultat final du produit. Dans les projets d'IT plus conventionnels, on va avoir une vision produit qui va être notre boussole, qui va nous donner un peu la direction que le produit va prendre, qu'est-ce qu'il va faire. On va avoir notre liste de fonctionnalités qu'on a imaginées au départ. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va déployer ces fonctionnalités, on va regarder comment l'utilisateur les approprie. Et on va ajuster en fonction de ça, soit notre backlog de fonctionnalités, notre liste de fonctionnalités, soit carrément la vision du produit. Un des grands exemples, c'est l'application mobile Tote, qui était sur iPhone. Alors ça date un peu, ça date de 2008. Est-ce que tu connaissais cette application mobile? Non, mais est-ce que vous connaissez? Cette application mobile, elle vous permettait d'avoir une wishlist, une liste de favoris partagée entre plusieurs sites. C'est-à-dire que vous pouviez avoir sur un même site une liste avec des articles d'Amazon, de Cdiscount et d'autres sites similaires, et d'avoir des alertes quand les articles étaient plus disponibles, quand ils étaient à nouveau disponibles, et donc de faire des achats un peu transverses. Ils se sont rendus compte à l'utilisation que les utilisateurs n'utilisaient pas du tout l'application comme ça. En fait, ils se faisaient des listes d'images qui se partageaient entre amis avec des thèmes. Et donc, ils ont revu leur vision produit, ils ont changé leur nom, et aujourd'hui, c'est Pinterest qui, quand même, regroupe des millions d'utilisateurs. Et donc finalement, on parle d'approche itérative, etc. Donc moi, j'ai bossé dans pas mal d'équipes, et c'était toujours très très dur en fait sur un projet data de réussir à s'engager à livrer un résultat fini à la fin de l'itération. On peut me demander autant de fois qu'on veut que dans 3 semaines, il faut que notre modèle de classif il ait 95% d'accuracy. Je vais dire OK, mais c'est difficile en fait de s'engager sur ce résultat à la fin d'un sprint. Et c'est encore plus difficile quand on se plante, parce que à la même manière que dans la recherche, on a du mal à publier des résultats qui sont négatifs. Quand on est dans une équipe de développement, qu'on essaye d'avancer ensemble sur des produits, c'est assez difficile de dire là, tout ce que j'ai fait pendant ces 2-3 dernières semaines, ça n'a pas marché. C'était un échec, c'était négatif. En fait, on va juste encourager à livrer un résultat intermédiaire. On n'a pas d'obligation à aller en production à la fin de chaque cycle de développement. On y va quand ça a du sens pour l'utilisateur, quand le responsable du produit dit que c'est le moment d'y aller. En fait, l'idée de l'itération, c'est surtout de lever la tête, de prendre du recul. En plus, on est sur un public de data scientists, donc des gens qui ont fait des doctorats, qui ont travaillé pendant des années sur une thèse, qui malheureusement, du coup, ont eu un peu de mal à apprendre à lever la tête. Donc ce côté itération, découper le travail, ça va vraiment être un bénéfice de leur faire prendre du recul, les faire échanger avec leurs pairs sur l'avancement. Et donc du coup, quand on va avoir cette notion d'engagement qui peut revenir dans des méthodes comme le Scrum, sur lesquelles on reviendra après, c'est plutôt un engagement
d'avancement, de montrer aux autres où est-ce qu'ils en sont et que tous ensemble on prenne du recul. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on a déjà été assez loin par rapport à l'attendu, plutôt que vraiment avoir un résultat en production? Et finalement, ces approches-là, cet état d'esprit-là, nous, on l'a déjà pas mal dans le monde de la donnée. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce genre de graphique. Quand on explore de manière itérative la donnée, on va partir de la donnée brute, alors par exemple des logs de magasin, peu importe. On va en extraire de l'information. Ah ok, ça parle de produits qui sont vendus. On va en extraire de la connaissance ensuite. Ça va être, ah bah tiens, ces paires de produits-là sont souvent vendus ensemble. Ça va nous permettre de dégager des concepts, comme par exemple le concept de panier type, etc. Et avec ces informations, ces connaissances, ces concepts, on va commencer à en faire de la sagesse. Donc c'est un bien grand mot, mais pour dire quelque chose qui va être actionnable, sur lequel on va pouvoir commencer peut-être à parler de tendance, à essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer, à pouvoir suggérer des articles manquants dans un panier type, etc. etc. Mais donc évidemment, on va tous essayer d'aller chercher la sagesse, le produit ultime qui va nous permettre de prédire quelque chose qui va nous faire avoir 20% de CA en plus. Cependant, on oublie vite que finalement, à chacune des différentes étapes, on dégage de la valeur. Donc on a de la valeur qui est dégagée de notre avancée de manière incrémentale. Et donc finalement, en fait, c'est comme ça qu'il faut peut-être essayer de le voir. C'est dans les projets agiles, donc on a tout un tas de parties prenantes. Donc on va avoir les clients, on va avoir l'équipe de dev, on va avoir les commanditaires, etc. Et donc finalement, la donnée, ça devient une partie prenante de ces projets IA. Il faut la prendre en compte, évidemment, dès le début. Parce que de toute façon, on sait très bien qu'on va avoir plusieurs tentatives pour faire la requête qui va bien, pour avoir exactement les données qu'il nous faut. On va devoir faire plein d'allers-retours pour réussir à faire le pré-processing qui va nous permettre d'utiliser la donnée comme on l'entend, comme on le souhaite. Quand on construit des datasets, on va analyser, on va trier, on va agréger, on va résumer, on va expliquer dans tous les sens. C'est des choses qu'on va faire plein de fois de manière itérative. Levez la main si vous avez déjà réussi à créer un dataset pertinent de la première fois. Personne ne lève la main, sinon je vous aurais donné le micro pour venir présenter à ma place. Et concrètement, après, on va avoir la même chose sur la construction du modèle. Dès qu'on fait un modèle, on va se planter. De toute façon, on va essayer de commencer petit, on va monter en complexité, etc. Donc, on va avoir plein d'échecs sur la route. On va se planter, on va réussir, on va explorer une direction. On va se dire, ah tiens, ça c'est pas mal. Puis on va se rendre compte en fait que non, ça se comporte pas bien du tout. Mais voilà, on va construire comme ça et au fur et à mesure, en apprendre plus sur les données, récupérer une intuition de ce qui se passe derrière et de ce qui va pouvoir améliorer le produit et réussir à avancer dans la bonne direction. Et donc finalement, on a carrément l'habitude du droit d'échouer quand on travaille dans la data et dans l'IA. Notre quotidien, c'est se planter, quoi. Et donc on est vraiment dans un mindset de droit à l'erreur. Et surtout sur un projet data, il faut l'accepter dès le début, parce que tant qu'on n'a pas vu les données, qu'on n'a pas fait tourner les premiers modèles, etc., en fait, on n'est même pas capable de s'engager sur un produit au final. Et il faut être capable de dire en cours de route, là honnêtement, je pense que ce qu'on voulait faire au début, on n'y arrivera pas. Cette variable qu'on cherchait à prédire, là en l'état, c'est pas possible, quoi. On n'arrivera pas à le faire. Et être capable d'abandonner. Et ça tombe vachement bien, parce que c'est un des mindsets importants de l'agilité, le droit d'échouer. Parce que si vous voulez que vos équipes, elles innovent et qu'elles soient créatives, il faut qu'elles aient l'espace où elles se sentent en sécurité pour se planter. Parce que des erreurs naissent de belles réussites. Par exemple, le post-it, qui est un outil beaucoup utilisé par les agilistes, est à la base une erreur. Un autre pilier important de l'agilité, c'est la mesure de la valeur. Notre objectif, c'est de livrer un produit utile et utilisé. Et donc, pour ça, il va falloir mesurer. C'est-à-dire que quand on pense une nouvelle fonctionnalité, directement, on va penser à quel est le critère de succès et comment on va le mesurer. Ça fait presque partie du développement. Et en data, vous avez déjà cette philosophie-là. C'est ça, c'est que nous, finalement, on baigne dedans depuis le début, parce que dès lors qu'on va commencer à regarder les données, on va parler statistiques descriptives, etc., ça nous sort des premières métriques. On va commencer à faire tourner un modèle. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les métriques de performance du modèle. Très souvent, ces métriques de perf ne vont pas être suffisantes, parce qu'on va par exemple avoir un modèle d'OCR qui nous permet d'extraire des caractères, sauf qu'en sortie, ce qu'on a envie d'identifier, c'est des adresses. Du coup, on va rapprocher ces métriques techniques de la métrique métier qui nous intéresse vraiment. Donc finalement, nous, la mesure de la valeur, le regard des métriques, on l'a, c'est dans la philosophie data de base, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Finalement, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est que agilité et data, ça a l'air de plutôt fonctionner, malgré ce qu'on peut penser.
Et souvent, quand j'échange avec des gens qui sont dans les projets data et qui pensent que l'agilité ne fonctionne pas, je me rends compte qu'ils ne savent pas ce que c'est l'agilité et qu'ils ont tendance à faire un raccourci entre la méthode Scrum et l'agilité. Alors l'agilité, c'est quoi? C'est avant tout une façon de penser, un état d'esprit, une culture. L'objectif, c'est de livrer un produit qui va apporter de la valeur à l'utilisateur, tout simplement. Pour ça, on va organiser une équipe qui va recueillir le plus rapidement possible du feedback pour être sûr qu'elle part dans la bonne direction et qui va avoir une organisation qui va lui permettre de s'adapter aux changements qu'elle recueille grâce à ce feedback. On se base sur les démarches de l'empirisme, c'est le fait d'apprendre de son expérience, que ce soit au niveau du produit, mais aussi au niveau de l'équipe et de son organisation. Il y a plusieurs méthodologies qui sont liées à l'agilité, le Scrum, le Kanban qui sont les plus connus, l'extreme programming, il en existe plein d'autres. Dernièrement, il y a le Scrumban dont on entend un peu parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces méthodologies, elles sont nées avant le terme agilité, puisque le Kanban, c'est dans les années 50, le Scrum, c'est dans les années 90. Et en fait, c'est des gens qui pratiquaient ces méthodologies-là, qui se sont réunis, qui ont réfléchi aux points communs de ces méthodologies qui fonctionnaient, pour en créer le manifeste agile qui date seulement de 2001, donc c'est quand même assez récent. Dernier petit point, c'est pas parce que vous suivez une de ces méthodologies que vous êtes forcément agile, et vous pouvez très bien être agile sans suivre une de ces méthodologies. Le terme méthodologie, c'est presque un abus de langage, on devrait parler de framework, parce que ce qui est important, c'est d'aller chercher les bons outils et les bonnes pratiques qui s'adaptent à votre contexte et à votre produit, qui vont répondre à votre besoin. Donc n'appliquez pas à la lettre une méthodologie, mais réfléchissez à pourquoi vous l'appliquez et quels sont vos besoins. Et donc finalement, nous, dans le monde de la donnée, évidemment, on connaît tous la méthode CRISP. On en parlait déjà au début 2000 avec le data mining, etc. Mais finalement, quand on y regarde de plus près, c'est une méthodologie itérative qui peut très bien s'intégrer dans un framework agile, où on va commencer avec la définition du besoin, la définition de la problématique métier, etc. À partir de ça, on va essayer de récolter les premières intuitions, les hypothèses métiers pour aller chercher les données qui semblent pertinentes pour répondre à cette question, pour répondre à ce besoin métier. C'est là qu'on intervient, on va faire notre petite tambouille, alors en R ou en Python, ou peu importe, pour pouvoir préparer ces données-là. On va commencer à les modéliser. Moi, je vous conseille de commencer toujours avec quelque chose de très simple, peut-être une règle de métier, une règle de gestion. Ensuite, on va potentiellement monter en complexité avec que ce soit des modèles linéaires, des algos de deep learning. On va aller chercher le GPT-3 pour répondre à notre problématique. Peu importe, mais tout ça, on peut le faire de manière itérative. Ensuite, on va l'évaluer pour voir si ça se comporte bien. C'est dans ces moments-là où potentiellement on peut dire bon, no go, stop, on arrête, on n'est pas du tout à des niveaux de performance qui permettent de répondre aux besoins. Si ça marche, on peut continuer, on peut revoir ça avec le métier pour le remettre dans la boucle, lui expliquer un petit peu ce qu'on a fait. On continue pour voir si on peut affiner la solution. Sinon, on peut le déployer. Et même une fois que c'est déployé, de toute façon, on peut récupérer des feedbacks, on peut avoir des avis, on peut avoir des métriques du modèle qui est en train de tourner en prod pour améliorer continuellement l'outil, le produit, la solution sur laquelle on est en train de travailler. Et donc ça, nous, c'est des choses qu'on met en pratique ensemble depuis 2 ans. On va vous présenter un petit rex de notre organisation sur le service sur lequel on est actuellement. Donc on travaille à l'agence Data Service de Pôle emploi, qui est un service qui fournit des produits d'IA. Tout d'abord, on a tendance à croire que parce qu'on est en agilité, on ne cadre pas, on fonce, on verra. C'est pas du tout le cas. On prend le temps de se poser et justement de bien définir cette vision produit. Ça va commencer avec un cadrage du besoin, où on va commencer par échanger avec l'utilisateur pour comprendre les enjeux, ses besoins à lui et les besoins de l'utilisateur final. On va avoir des ateliers qui vont très bien s'appliquer dans l'IT classique comme la data. Pour commencer, il va y avoir le Lean Canva qui va vous permettre de déterminer les objectifs de votre produit et la plus-value. Chez Valoriade, on l'a adapté pour avoir un Lean Canva où on va aussi se demander la plus-value de l'IA. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'IA ou est-ce qu'un algorithme classique répond tout à fait aux besoins? Vous allez avoir tout ce qui est persona pour pouvoir déterminer vos catégories d'utilisateurs et leurs attentes. Et puis vous allez avoir tout ce qui est impact mapping qui va vous permettre de déterminer les premières listes de fonctionnalités en fonction de vos utilisateurs. C'est ça, puis du coup finalement après on va embrayer sur des choses qui sont un peu plus spécifiques au projet data science, IA, etc. Alors pas que, il y a tout un tas de problématiques, notamment en BI et compagnie, où c'est des choses sur lesquelles on va s'attarder, mais tout ce qui est identification des données, parce que c'est important quand on est dans un projet data vraiment d'avoir une connaissance assez intime
avec les données. Ensuite, on l'a mis parce qu'on est obligé d'en parler, ça va être tout ce qu'il y a autour de la labellisation. Alors moi, perso, je suis un fan du non supervisé. Malheureusement, c'est pas moi qui choisis quelles sont les méthodes qui vont marcher le plus sur différents problèmes. Et la labellisation des données, c'est quelque chose qui peut faire exploser des projets parce qu'on va avoir tendance à s'engager avant même de commencer sur « mais oui, 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 on labellise quelques données et ensuite c'est bon, notre modèle il va fonctionner du feu de Dieu ». Sauf que la labellisation de données complexes, c'est pas facile. On a beau mettre 5, 10, 15 experts dans la même pièce pour labelliser les mêmes 1000 phrases, potentiellement on aura des résultats qui vont être complètement différents. Donc il faut le prendre en compte dès le début, dès la phase de cadrage. Si on pressent qu'il va y avoir un besoin de labellisation, il ne faut vraiment pas tergiverser dessus et en parler dès le début. Et ensuite, évidemment, il va y avoir un accompagnement particulier du métier, parce que ici on est au salon de la data, donc globalement on est entre personnes qui sont assez appétentes sur le sujet, qui maîtrisons un petit peu, ou on sait au moins de quoi ça parle. Il y a beaucoup de métiers qui sont parfaitement pas du tout au courant de ce que ça va être qu'un modèle IA, ce que ça va être une IA, quelles sont les contraintes. Donc c'est important de garder ça en tête et de les accompagner, de les acculturer tout au long du processus projet pour être sûr qu'ils soient embarqués, qu'ils nous suivent, quoi. Et après avoir fait le cadrage besoin, on va pouvoir aller sur le cadrage de la solution. Moi, je suis un fervent croyant que les projets IA, les produits data, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans une démarche de développement de projets informatiques classiques. Et donc, une fois que le besoin, que ce soit côté data, côté IA, côté modèle, côté stat, est bien cadré, on va commencer à parler de la solution technique qu'on va utiliser pour répondre aux besoins. Donc, le livrable attendu. Si vous étiez là sur la présentation juste avant, il y avait les gens de l'Adréal qui présentaient comment faire des publications propres en R. C'est très bien. Il y a plein de cas d'usage où quelque chose en one-shot, une analyse, une publi en HTML, ça suffit. Il y a tout un tas d'autres cas d'usage où ce qu'on va avoir besoin, non, c'est pas ça, c'est un service qui va répondre en temps réel sur une plateforme qui est ouverte à des millions d'utilisateurs. C'est un poil plus compliqué. On ne va pas utiliser les mêmes modèles dans ces cas-là. Il y a d'autres cas, ça va être des traitements en batch, on fait des prédictions, on les envoie dans une base, c'est utilisé par un autre produit. Ça marche aussi. Mais donc voilà, il faut vraiment le prendre en compte dès le début, parce que ça va carrément restreindre le champ des possibles, les choses sur lesquelles on va pouvoir travailler, nous, en tant que data scientist, IA, développeur, expert ML engineer, ou tous les termes qu'on veut mettre derrière les gens qui vont taper les lignes de code pour faire avancer le produit. Il y aura évidemment la question de la qualité de la donnée. Alors qualité, c'est un bien grand mot, mais en gros, est-ce qu'elle sera dispo, est-ce qu'elle sera propre, quand est-ce qu'on l'aura, les volumes, la vitesse, est-ce que c'est à J+1, est-ce que c'est le lendemain, est-ce que c'est stable, est-ce qu'on peut query une base de données, est-ce que c'est du scrapping. Enfin, ça, il faut en avoir il faut être très très sûr de ça dès le début du projet. Et ensuite, on va aussi poser la question de la supervision du modèle. Parce qu'une fois qu'on a fait notre super modèle IA, qu'on peut aller le vendre sur un stand au salon de la data ou peu importe, quand il est en prod, il faut le superviser. Parce que comme il se base sur de la donnée, si jamais la donnée diverge, le modèle va diverger aussi. Chez Pôle emploi, on l'a particulièrement ressenti sur les offres d'emploi avant-après Covid. Les modèles sémantiques, ils sont mis tout d'un coup à découvrir tout un tas de termes qu'on n'utilisait pas avant. Avant, en général, quand on parlait santé, quand on parlait hygiène, etc., c'était plutôt illégal parce qu'on n'a pas le droit de demander à quelqu'un sur une offre d'emploi son état de santé. Pour le coup, avec le Covid, il y a tout un tas de terminologies qui sont apparues naturellement. Il faudra porter des masques, attention, distance de sécurité, etc. Donc voilà, les données changent, il faut superviser le modèle, on ne peut pas y couper. Donc d'un point de vue organisation, à l'origine, en fait, il y avait un silotage très marqué entre les équipes data d'un côté, qui traitent la donnée, qui font les modèles, les équipes dev de l'autre, qui vont l'industrialiser, qui vont en faire un produit qui va être mis devant les utilisateurs. Ça marchait comme ça marchait, mais globalement, les gros soucis, c'était le manque de communication. Il n'y a pas de secret, hein. Si on n'est pas dans les mêmes équipes, on ne parle pas de la même manière, on n'avance pas vraiment avec le même objectif en tête. Il y avait donc évidemment moins de travail collaboratif. C'est pas tiens, tu peux m'aider là-dessus, c'est oh là là, ils nous embêtent ces data, ils n'ont pas encore fini leur modèle, ça marche pas, ça prend trop de RAM, etc. C'est compliqué. Et plus les équipes grossissaient, plus c'était difficile à gérer, parce que ce qui marche à 2 ou 3 quand on se connaît bien, marche plus du tout quand on est 15 d'un côté et 15 de l'autre. Et donc finalement, on a opté pour une transformation vers la création d'équipes qui sont vraiment produits, où chaque équipe a un portefeuille de produits et au moins tout le monde peut travailler dans la même direction avec le même objectif produit. Donc en essayant de réunir toutes les compétences nécessaires au sein d'une même équipe, que ce soit d'un point de vue Ops, d'un point de vue data, d'un point de vue développement, etc. Ça permet aussi de faciliter la prise en compte des contraintes dev dès le cadrage de la solution.
parce que quand on est data scientist, on a envie directement d'utiliser les modèles à l'état de l'art parce que ça nous fait kiffer. Si c'est pour un petit service qui va être utilisé en interne par 2 personnes, on ne va pas vouloir investir dans 4 GPU pour le faire tourner. Donc comme ça, au moins, on est sûr que les devs vont ramener les choses sur Terre dès le début. Et surtout, ça permet une meilleure compréhension des enjeux des uns et des autres. Ça ne devient pas une espèce de guéguerre entre « Ah, mais eux, ils nous embêtent, ils ne veulent pas parce que ça prend trop de RAM ». C'est « Bah non, mais on ne peut pas, mais on peut essayer de s'arranger en faisant ça ». Ou « Tiens, je peux t'aider à optimiser tel bout de code ». Ou « Tiens, finalement, ton embedding de 4 Go, peut-être que si on le met sur une base Redis, on va réussir à le réutiliser ». Donc voilà, ça permet vraiment une synergie des compétences qui vont aller dans le bon sens pour le produit. Alors après, tout n'est pas vert non plus. Il y a quelques petits soucis, notamment le travail en asynchrone, parce qu'on ne va pas travailler en même temps sur les mêmes choses, notamment en phase d'exploration. Et surtout, il y a besoin de compétences très variées, surtout côté data, avec tout ce qui est MLOps, etc. Mais bon, c'est un pas dans la bonne direction. On a commencé avec une organisation en Scrum, donc c'est le moment où les Scrum Masters sont arrivés, donc c'est le moment où je suis arrivée. Du coup, je n'ai pas la justification du pourquoi le Scrum. Je pense, comme souvent, que c'est le framework le mieux documenté, donc c'est le plus facile pour démarrer. On a pris le rythme de 3 semaines pour nos itérations. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'itération, c'est quand même une des bases du Scrum, où l'idée c'est d'avoir un cycle qui est constant et sur lesquels on va venir s'organiser. Donc on a des cérémonies qui sont aussi liées au Scrum tous les 3 semaines, et on prend un engagement au début de l'itération de ce qu'on va réaliser à la fin de l'itération. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, cet engagement, ce n'est pas forcément un livrable qui part en production, ça peut très bien être un état d'avancement de l'exploration, de la conception pour les devs. Voilà, juste un point d'équipe. Le bilan pour nous, c'est que c'est au niveau des product owners, donc des responsables de produits. L'itération de 3 semaines, c'était un frein, c'est un peu trop long. Par rapport à nos utilisateurs, on n'arrivait pas à être assez réactifs. Les product owners étaient frustrés de prioriser sur 3 semaines, il manquait de visibilité. La notion d'engagement était de plus en plus compliquée au niveau de notre activité. Pour les data, 3 semaines, c'était aussi bloquant parce que 3 semaines, c'est quand même un long avancement et ils auraient voulu pouvoir lever la tête et prendre des décisions qui changent notre organisation avant ces 3 semaines. Et quand même, il y a un point positif, c'est que les cérémonies fonctionnent très bien. Je vous les expliquerai après. On est donc passé en Scrumban, qui est un peu le dernier truc à la mode. Alors on n'est pas passé dessus parce que c'est à la mode, mais parce que ça répond bien à notre besoin. Donc Scrumban, c'est un mélange de Scrum, où on va garder ce côté tous les... alors nous c'est 3 semaines, ça c'est notre décision, mais tous les X temps, donc toutes les itérations, toujours le moment constant, on va se retrouver pour faire un bilan. Et on va par contre utiliser plutôt le Kanban et son flux tiré, c'est-à-dire qu'on a une liste de fonctionnalités qui sont priorisées. Les développeurs ou les data scientists se servent eux-mêmes en prenant le ticket le plus priorisé et ils vont le dépiler. Ils n'ont pas le droit d'aller chercher un ticket tant qu'un ticket n'est pas sorti, d'où le flux tiré. Donc on a un backlog qui est priorisé plutôt à la semaine, c'est-à-dire que tous les lundis matins, on fait un point avec le responsable du produit, qu'on appelle le product owner, pour voir un peu les dernières priorités, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui est à prendre en compte. Donc voilà, donc les PO, ils vont éditer, maintenir une liste de besoins, donc sous la forme d'user story. Je ne redéfinis pas le terme, j'imagine que vous en avez déjà un petit peu entendu parler. Et donc concrètement, nous, on va distinguer 2 types d'US. On va avoir les US d'exploration et de conception, qui sont finalement un peu les plus spécifiques à nos problématiques, nous, côté data. Et donc c'est pour toutes les US dont on ne connaît pas en avant le résultat. La definition of done, elle est assez floue, c'est bon, on met un petit budget temps et on avance là-dessus. Et donc ça va être pour les phases de recherche, les phases d'études, etc. Et donc c'est ce budget temps, ce spike, qui fait tout. On dit on s'accorde 15 heures, 15 jours pour travailler là-dessus. On se voit à la fin de ces 15 heures, 15 jours pour voir si go, no go, on continue pas, on alloue plus de budget, on alloue plus de personnes ou on arrête. Et finalement, les autres US, c'est des US de développement classique pour tout ce qui va être principalement lié à la phase d'industrialisation ou même de maintenance, etc. Ça va être plus des engagements en termes de développement, puisque du coup, c'est des choses qu'on maîtrise, qu'on est capable de cadrer un peu mieux dans le temps. Du coup, notre organisation,
ça donne ça. À la journée, au quotidien, tous les matins, on se réunit avec toute l'équipe pour faire un point qu'on appelle une mêlée. Ça dure un quart d'heure et on se met un peu d'accord sur ce qui va se passer dans la journée. On parle aussi des plans de blocage ou des problématiques. Ça permet de coordonner toute l'équipe. Après, à la semaine, du coup, on a notre grosse mêlée du lundi matin où là, on s'organise vraiment. On voit un peu l'avancement de la semaine dernière, ce qui arrive dans la semaine, les priorisations. On échange avec les product owners aussi pour qu'ils aient une vision de ce qu'il va falloir fournir pour alimenter l'équipe. Et aux 3 semaines, du coup, ça nous donne ça. Donc, on a notre liste de fonctionnalités qui est notre backlog, qui est priorisé, qui est notre entrant. Notre objectif, c'est un produit utile, utilisé et utilisable. Et toutes les 3 semaines, on se retrouve en fin d'itération pour une revue de l'itération. On va prendre le temps en équipe de lever la tête, de regarder ce qui s'est passé sur ces 3 dernières semaines, ce qu'on a livré, ce qu'on n'a pas livré, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. On va faire une petite démonstration à nos utilisateurs pour leur montrer les nouvelles fonctionnalités qui vont être disponibles en production. Et on fait une rétrospective, donc ça c'est juste l'équipe, où on échange entre nous sur comment on peut être mieux organisé pour être encore plus performant. Et y trouver toujours de la satisfaction parce que c'est important. Et ces 3 cérémonies, elles vont venir alimenter notre backlog, puisqu'on va prendre en compte ce qui sort du résultat de ces cérémonies pour changer la priorisation ou des éléments du backlog. Et donc, un des prérequis, en fait, une des choses qui fait que ça marche, c'est qu'on a vraiment à cœur, nous, de suivre les bonnes pratiques, les préceptes MLOps. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je crois qu'il y a d'autres confs qui en parlent en parallèle, ou un peu plus tard, ou un peu avant. Si c'est un sujet qui vous intéresse, venez m'en parler. Mais en gros, c'est vraiment d'intégrer les travaux data scientist, modélisation, statistique, dans cette mouvance de développement, où on va essayer de faire les choses proprement, c'est-à-dire que le code va être versionné, on va essayer d'industrialiser, on va essayer d'automatiser, de façon à ce que les gens de l'équipe, data dev, parlent le même langage et les mêmes contraintes, et que finalement, les unités de travail qui sont avancées, que ce soit du développement, de la modélisation, de l'exploration, puissent être repris par un autre data ou quelqu'un d'autre, parce que finalement, les façons de faire sont uniformisées. Dans le partage de bonnes pratiques, comme on a découpé les équipes en plusieurs équipes produits, il faut quand même créer du lien transverse. Donc déjà, on a une équipe qui s'occupe de développer des outils internes qui vont permettre aux autres équipes de développer plus facilement et en intégrant des bonnes pratiques qui sont partagées par le service. Et on a aussi un temps d'innovation qui va être utilisé de façon transverse, c'est-à-dire que les gens d'une équipe vont pouvoir aller travailler temporairement avec d'autres personnes d'autres équipes sur un sujet sur lequel ils ont envie de tester quelque chose, donc pour les rendre créatifs et innovants. Donc voilà, et malgré ça, il reste quelques difficultés, même dans cette approche produit, parce que construire un produit de base, c'est pas évident. Quand il y a de l'IA dedans, c'est presque encore pire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a encore beaucoup de métiers qui découvrent encore l'IA, et c'est pas les promesses un peu magiques de certains acteurs qui jouent en notre faveur, parce que certains s'imaginent que tout est possible, tout est réalisable, même sans connaître les données qui vont être utilisées. Surtout dans la plupart des grosses DSI ou des grosses boîtes, en fait, l'IA, ça va pas être le produit en tant que tel, ça va être un petit service qui va être intégré dans une longue machinerie ou un long process métier pour améliorer l'existant. Et donc finalement, l'IA, c'est souvent plus un outil pour répondre à un besoin, pour aider quelque chose, qu'un produit en tant que tel. Donc voilà, et dans ces contextes-là, il est parfois difficile de justifier les phases d'exploration, d'incertitude, parce que c'est un investissement qui est parfois incertain. Et quand on a une cinématique métier qui marche déjà bien, pourquoi investir sur de l'IA pour, je sais pas, juste rajouter une petite partie prédiction ou un petit flag quelque part pour dire ça pourrait vous intéresser. C'est pas toujours facile, donc il y a beaucoup de ventes finalement, d'avant-vente à faire sur ce type de projet. Et donc merci beaucoup, on a presque été dans les temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour la présentation. C'est juste une petite question sur un petit point de votre présentation. Vous avez dit les post-it, ça sert à rien. Et j'ai tiqué là-dessus. Ah non. C'est un des outils très utilisés par les agilistes. Ah non. Ça m'a surpris. J'ai entendu dans notre démarche, les post-it, on s'en sert pas. D'accord. Donc. Non. Je pourrais pas dire ça. Je suis une grande consommatrice. Ouais. On peut pas lui enlever ses post-it. C'est juste pas possible.
Bonjour, merci pour la présentation. Juste une question justement sur le timing de chaque tâche. Puisque du coup, vous le disiez, on peut rester très longtemps sur de la modélisation, on peut y passer des plombes sur la préparation de données pareil. Comment justement et qui justement time quand même un petit peu pour rester quand même dans des délais projets qui sont importants pour les entreprises? En fait, c'est l'idée du spike, c'est l'enveloppe de temps. On décide tous ensemble donc au cours d'un sprint planning. Donc c'est la cérémonie où on va décider de ce qui va être fait. On décide du temps qu'on va allouer. Donc on va dire qu'on va donner 3 jours sur ce temps-là, et à la fin des 3 jours, on regarde tous ensemble et on se pose la question de est-ce que ça vaut le coup de continuer à investir ou est-ce qu'on arrête là? C'est collectif du coup. Ouais, voilà, à titre d'exemple, là, on a des outils d'analyse sémantique, je ne vais pas en faire la promo aujourd'hui, mais le dernier en date, c'était est-ce qu'on intègre Hugging Face ou pas dedans? Et en gros, on s'est mis une enveloppe de 15 heures, juste pour regarder. On regarde le code, on voit si on peut l'intégrer facilement, etc. Au bout de 15 heures, on prend la décision, est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on intègre, etc. Et en fait, c'est juste comme ça, on est sûr d'avoir des points d'avancement collégiaux réguliers. Ça permet de maintenir le PO dans la boucle, qui comprend du coup mieux ce qu'on fait. Parce que pour des PO qui ne sont pas forcément très data et IA savvy, c'est pas facile d'entendre ces équipes parler embedding, modèle tous les jours et de les voir se galérer pendant 3 semaines pour gagner un pouillème de pourcentage sur un transformer. Donc voilà, c'est vraiment pour se forcer en fait à se réunir régulièrement pour prendre la décision ensemble. Ça évite aussi d'avoir des explorations qui vont trop loin, des data qui veulent avoir un pourcentage de réussite du modèle qui n'est au final pas utile par rapport à notre besoin. Donc de remettre le PO dans la boucle et qu'il puisse dire bah non, là c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, on arrête. Merci, très intéressant. Merci à tous. Merci beaucoup.